Julia Pasquale, bonjour, vous êtes journaliste et vous avez écrit avec votre consoeur Leila Minano La guerre invisible, révélation sur les violences sexuelles dans l'armée française aux éditions Les Arènes Cosette. Nous, dans le livre, on a enquêté sur une cinquantaine d'affaires de violences sexuelles. Donc c'est des affaires de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, voire de viol. On utilise aussi des témoignages qui racontent un quotidien de brimades, d'humiliation, d'injustice dont souffrent les femmes militaires. Mais c'est très difficile de quantifier l'ampleur du phénomène en France parce que, en réalité, aucune étude n'a jamais été menée en France sur le sujet. C'est d'ailleurs le point de départ de notre enquête. On s'est rendu compte que la France était un des seuls pays qui a disposé d'une armée puissante et à ne jamais s'être penché sur la question. Donc on peut faire des parallèles avec les autres pays qui, pour le coup, ont, eux, mené des enquêtes depuis parfois plusieurs années. Aux États-Unis, par exemple, ça fait plus d'une décennie qu'ils sont empêtrés, si on peut s'exprimer ainsi, dans la problématique des violences sexuelles à l'encontre des femmes militaires. Et par exemple, en 2013, ils ont recensé 5400 cas d'agression dans leur rang, en augmentation de 60% d'ailleurs d'une année sur l'autre. Il faut un rapport de 700 pages tous les ans sur le sujet. Donc c'est dire si le phénomène est vraiment répandu dans les rangs de l'armée américaine. Mais si on s'intéresse, si on regarde par rapport à nos voisins européens, on peut aussi constater des phénomènes d'ampleur. Il y a 2 semaines à peu près, en Allemagne, ils ont publié une étude qui date de 2011 et qui atteste que 55% des femmes militaires de l'armée allemande disent avoir été victimes de harcèlement sexuel dans leur carrière. Donc c'est une acception assez large du terme harcèlement sexuel, puisque ça va des brimades sexistes au quotidien jusqu'à l'agression sexuelle. Et en Grande-Bretagne, pour prendre un autre exemple, c'est une armée qui est assez proche de la nôtre, on va dire. En Grande-Bretagne, la dernière étude qui date de 2005-2006 atteste que les 2 tiers des femmes militaires disent également avoir été victimes de harcèlement sexuel. Donc on est vraiment face à un phénomène répandu. Et nous, ce qu'on met en évidence dans le livre, c'est à travers ces 50 affaires, cette cinquantaine d'affaires, parce qu'on ne les a pas toutes non plus analysées dans le livre, on a fait un choix, on était obligé à un moment donné de choisir, d'analyser dans le fond un certain nombre d'affaires, mais pas toutes. On a choisi des affaires qui, pour la plupart, avaient débouché sur des décisions de justice, donc des condamnations au pénal. Mais ce qu'on dit aussi dans toute une partie du livre, c'est qu'il y a un phénomène de sous-dénonciation. C'est un phénomène qu'on retrouve dans toutes les autres armées. Il y a des rapports très fouillés sur la question, notamment aux États-Unis, mais en Australie également, ou au Canada, qui expliquent que les phénomènes de violence sexuelle, ce qui se passe quand les femmes sont victimes d'atteintes, c'est qu'il y a une honte à dénoncer. Ça, c'est en général, mais dans l'armée, il y a des facteurs qui pèsent et qui vont être des facteurs de dissuasion à la dénonciation. Parce que les femmes craignent les répercussions sur leur carrière, craignent des représailles éventuelles de la part soit de leur hiérarchie, soit carrément de leurs collègues. Et nous, dans les affaires qu'on analyse dans le livre, ça leur donne raison. C'est-à-dire que la femme, lorsqu'elle dénonce une agression sexuelle, un harcèlement sexuel, elle va faire très souvent, quasi systématiquement, l'objet de représailles. Donc c'est des représailles qui peuvent se manifester par une mutation d'office, par des sanctions disciplinaires, par différentes mesures de rétorsion. Et on a le cas, par exemple, pour essayer d'illustrer un petit peu mon propos, de Laetitia qui elle s'engage dans l'armée au début des années 2000, elle a 19 ans, très patriote, envie de servir la France. Le jour où elle intègre son régiment, c'est le 14 juillet, elle est violée le soir même, elle est d'abord droguée au GHB, donc la drogue dite du violeur, et puis elle est violée. Et on va voir sur plusieurs années s'illustrer vraiment un processus de mise au ban. C'est-à-dire que ses camarades vont lui reprocher d'avoir sali la réputation du régiment. Il va y avoir des scènes assez violentes où on va la plaquer contre un mur, on va l'insulter, on va la menacer, lui dire tu ferais bien de changer d'adresse, de voiture, etc. Donc ça c'est de la part de ses pairs, elle devient le mouton noir du régiment, la putain du régiment en réalité. Et puis de la part de sa hiérarchie, ça se manifeste également. On lui fait réécrire ses rapports où elle dénonce, où elle
elle refait un peu le fil de la soirée où elle a été violée, on va lui faire réécrire plus d'une vingtaine de fois son rapport pour édulcorer, voilà. Et puis elle va pas du tout être soutenue en fait. On va vouloir étouffer l'affaire par tous les moyens possibles. Et elle finira d'ailleurs par quitter l'armée. Donc ces histoires-là, ça montre que y a de vraies craintes qui sont fondées sur les éventuelles représailles en cas de dénonciation. Oui, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on analyse dans le livre. On se rend compte que les auteurs de violences, les agresseurs, font très rarement l'objet de sanctions, quand bien même ils ont été condamnés par la justice. C'est-à-dire que, par exemple, on a le cas d'un militaire de la garde républicaine qui est condamné au tribunal, à Paris d'ailleurs, à 1 an de prison avec sursis pour agression sexuelle et harcèlement sexuel à l'encontre de plusieurs subordonnés. Il ne fait pas appel, donc la condamnation est définitive, et il est toujours en place. Voilà. Alors que ces victimes, pour certaines, ont déjà quitté l'institution et écœurées par le manque de soutien de la part de leur entourage professionnel. On a aussi le cas d'un militaire de l'armée de l'air qui est condamné également de manière définitive à 3 ans de prison, dont une partie de sursis. Il est condamné pour 2 agressions sexuelles et il est toujours en place, il fait toujours partie de l'armée. Et puis après, on a des situations complètement ubuesques où on va déplacer des auteurs de violences sexuelles, mais on va les mettre au contact de femmes, on va les mettre dans des centres où ils vont être chargés de la prévention auprès des victimes de violences intrafamiliales. Enfin, il y a vraiment, ce qui montre en fait que l'institution ne prend pas du tout la mesure de ces violences en fait, et ça montre aussi que l'institution n'a pas de politique de sanctions claire, ferme et commune à toute l'institution en vérité. C'est vraiment un manque flagrant aujourd'hui. Nous, ce qu'on essaye d'analyser dans le livre, c'est dans quelle mesure l'armée peut constituer un terreau propice au passage à l'acte, en fait, à l'expression de ces violences sexuelles. Donc ça, c'est une partie qu'on tâche d'analyser. Il y a effectivement le fait que la féminisation des armées est le fruit d'une décision politique, enfin l'accélération de cette féminisation à la fin des années 90, début des années 2000. On passe de 7% de femmes dans les rangs à 15% en quelques années à peine. Donc les femmes arrivent et elles remettent en cause voilà, un monopole masculin sur le métier des armes. Donc c'est quelque chose qui est vécu de manière très difficile par les militaires parce que c'est une remise en cause de leur identité professionnelle qui, dans l'armée, se confond vraiment avec l'identité personnelle quelque part. On est militaire, de jour comme de nuit, c'est vraiment un engagement fort. Donc tout d'un coup, on voit débarquer ces femmes qui contestent ce monopole-là, qui redéfinissent quelque part le métier, qui vont aussi contester une place qu'ont les hommes en fait. Il y a des jalousies, nous on le voit beaucoup dans les phénomènes de rejet collectif dont les femmes font l'objet, qui a l'expression d'une jalousie aussi. Elles viennent empiéter sur un territoire qui était acquis aux hommes. Donc il y a cet aspect-là qui est très fort. Il y a aussi, on met en évidence vraiment une ambiance très sexualisée en fait dans l'univers militaire. On peut retrouver ça dans d'autres univers professionnels très masculins. Et à l'armée, c'est vraiment très prégnant en fait. Donc ça va se manifester à travers des blagues salaces, des sollicitations sexuelles dont les femmes vont faire l'objet, mais vraiment de manière pour certaines quotidienne. Et qui pèsent, même si elles sont formulées sur le registre de la blague, hein, de la plaisanterie, en réalité c'est ambigu et ça pèse énormément au quotidien parce que ça décrédibilise aussi la femme, ça la réduit à un statut soit d'objet sexuel, soit de tentatrice aussi, il y a les deux, et ça discrédite quelque part sa position professionnelle. Donc il y a cet univers-là. Après, on met d'autres choses en évidence. Nous, c'est vrai qu'on explique que dans l'armée, c'est une population jeune qui vit en huis clos. En fait, il y a un confinement permanent, que ce soit dans les régiments, sur un bateau ou en opération extérieure, hein, quand on est sur une base au Mali ou en Afghanistan. Il y a vraiment ce côté-là, on vit les uns avec les autres, on travaille ensemble, mais on se détend ensemble, on fait la fête ensemble. Et ce qu'on analyse, c'est que le passage à l'acte se fait très souvent à la faveur d'une soirée alcoolisée, où il va y avoir une consommation excessive d'alcool, voire de stupéfiants. Et donc ça va être propice au passage à l'acte violent.
Et puis, il y a d'autres éléments, c'est difficile de tous les résumer, mais ce qu'on met aussi en évidence, c'est qu'il y a cette population un peu remuante, très jeune, qui a envie de faire la fête, qui n'a pas forcément une image de la femme très favorable, on va dire, parce qu'il y a aussi cette culture de la pornographie qui est très prégnante dans ces milieux-là, confinés, très masculins, etc. Mais il y a aussi l'incidence de la hiérarchie. En fait, nous, on l'analyse dans le chapitre sur les écoles, que dans les grandes écoles militaires, Saint-Cyr, Naval, l'école de l'air, qui forment en fait l'encadrement de l'armée, donc vraiment les dirigeants de l'armée, ceux qui donnent le ton quelque part, vraiment ceux qui imprègnent de leur marque l'institution. On se rend compte qu'il y a c'est une sociologie particulière. C'est une population, à Saint-Cyr par exemple, c'est une culture très, je résume, hein, mais c'est très traditionnelle, très catho-traditionnaliste. Et donc, ce sont des dynasties, des familles entières où ils sont militaires de père en fils et où ils ont une image de la femme particulière, c'est-à-dire que la femme a sa place derrière les fourneaux ou à faire des enfants, à s'occuper du foyer. Et ça a des vraies répercussions en fait. C'est-à-dire que non seulement les femmes élèves à Saint-Cyr sont rejetées, on leur adresse pas la parole, on leur transmet pas les ordres, etc. Mais derrière, quand il va falloir gérer parmi les subordonnés des problèmes de misogynie, de sexisme, voire de violence, comment est-ce qu'on va gérer ça quand on considère que la femme n'a pas sa place dans l'armée? Donc ça a une vraie incidence. Et puis le dernier point, mais même si je n'ai pas été exhaustive, c'est que le contexte militaire, il est particulier aussi, quand on appréhende les violences sexuelles, parce que s'il n'y a pas de politique de prévention de ces violences, s'il n'y a pas de politique de sanction claire de ces violences, on entretient une certaine impunité. En fait, nous, c'est vrai qu'on s'est intéressé à ce qui se passe à l'extérieur, les violences qui peuvent être commises contre des femmes des populations civiles. C'est effectivement quelque chose qui nous a intéressés à la marge, en fait. Hein. Mais ça dit quelque chose aussi du contexte dans lequel on se situe. Par exemple, nous, on revient sur l'existence des bordels militaires de campagne. C'est quelque chose qui a pas toujours existé, mais enfin quasiment toujours existé. Et donc c'était des bordels qui ont existé jusqu'à il y a quelques années, qui aujourd'hui, quelque part, continuent d'exister, parce que, par exemple, à Djibouti, où les forces françaises sont installées au long terme, en fait, il n'y a pas de bordel militaire à proprement parler, mais enfin, les bars à prostituées sont clairement identifiés, localisés, et les militaires ont leurs habitudes là-bas, où il y a par exemple une période de l'année qui correspond aux vacances d'été, où les femmes des militaires et les enfants rentrent en métropole. Les militaires, parfois, restent à Djibouti et ils vont consommer dans les bordels. Et on appelle ça le mois du blanc. Enfin, en tout cas, la population à Djibouti appelle ça le mois du blanc. On analyse ça dans le livre parce que ça dit quelque chose. Ça dit que l'armée a toujours considéré que le sexe devait être un exutoire pour le soldat et qu'il fallait organiser la sexualité de ces soldats. Pourquoi organiser la sexualité? Pour éviter la propagation des maladies vénériennes, pour éviter aussi les viols pendant les périodes de conflit. Et c'était une manière aussi de dire, bon, ils ne vont pas aller violer les populations civiles, mais on va leur faire venir des femmes du Maghreb. Par exemple, c'était le cas en France, on faisait venir des populations du Maghreb, on les installait dans les bordels, voilà, ce qui permettait d'éviter des dérapages à travers des viols, ce qui est plus qu'un dérapage. Qu'est-ce que ça nous dit, nous, en quoi ça nous renseigne? Ça nous interroge parce que quelle image de la femme, quelque part, ça donne, quel rapport à la sexualité, mais quelle image de la femme ça traduit. Et dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on va appréhender les femmes qui vont arriver tout à coup dans les rangs pour être votre égale, votre collègue? Comment vous allez les appréhender? A priori, pas forcément très bien.